Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Je suis contente d'être à nouveau parmi vous et de reprendre du service, comme on dit, et de partager avec vous mes connaissances. Le 2e et le 4e mercredi de chaque mois. Différent, oui. Oui, en effet, je l'ai choisi parce que j'ai constaté que les Martiniquais aiment vendre et acheter des propriétés et bien souvent ils sont confrontés à des difficultés parce qu'ils ne choisissent pas forcément le pré-contrat nécessaire pour sécuriser la vente à venir. Donc il est important en effet de connaître la portée et les caractéristiques avant de s'engager par un compromis de vente. Très bien. Alors déjà, je vais commencer par définir le compromis de vente. Ensuite, j'aborderai la question de savoir comment se passe la signature de compromis. Et puis, est-ce qu'on peut se rétracter après la signature de compromis de vente? Et à ce moment-là, voir quelles sont les conditions pour pouvoir se faire. Alors, qu'est-ce qu'un compromis de vente? C'est un avant-contrat. Hein. C'est un contrat avant le contrat définitif qui va conclure la vente, donc le transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur. Mais c'est le premier acte qui scelle l'accord des parties sur une vente. On dit en droit, quand j'étais à la faculté, que le compromis de vente vaut vente. C'est un engagement, un vrai engagement, dès lors qu'il y a un accord sur la chose, donc le bien à vendre, et sur le prix. Là, si l'acquéreur et le vendeur sont d'accord sur le bien et le prix, à ce moment-là, on peut dire que la vente est déjà conclue. D'accord. Alors, mais pour protéger la vente à venir, on va conclure ce qu'on appelle un compromis de vente. Donc, dès lors que le compromis de vente est signé, les parties sont définitivement engagées. Sauf pour l'acquéreur à se rétracter dans un délai légal que je verrai plus tard, ou si les conditions de la mise en œuvre de la rétractation sont effectivement réunies. Bon. Si l'une des parties ne vient pas signer finalement l'acte définitif, alors à ce moment-là, on verra quelles sont les sanctions qui peuvent, auxquelles il peut être soumis. Bon. À chaque vente, son compromis. Donc, il faut une rédaction sur mesure. C'est-à-dire que les parties sont libres de convenir de la rédaction de certaines conditions. Et plus, je pense, plus les conditions sont précisées dans le compromis de vente, et plus il y a de sécurité pour chacune des parties. Quand je parle de conditions, je parle de conditions suspensives. Effectivement, pour que la vente finalement ait lieu, il faut que les conditions soient réunies. Il faut les prévoir, ces conditions, dans le contrat. Je prends l'exemple de conditions d'obtention d'un prêt. Effectivement, l'acquéreur n'a pas forcément encore le financement pour pouvoir acheter le bien. Donc,
il demande au notaire d'indiquer dans le compromis de vente que j'achèterai le bien à condition d'avoir obtenu le financement. Bien sûr, du montant du bien. Le vendeur peut imposer à l'acquéreur un délai aussi pour trouver un financement. Parce que imaginez que le vendeur, il immobilise son bien en fait pour l'acquéreur et qu'il pourrait très bien chercher et trouver un autre acquéreur qui pourrait le payer tout de suite. Donc, il peut imposer un délai à l'acquéreur potentiel, enfin l'acquéreur, pour que le prêt soit accordé ou que la condition qui ne s'est pas réunie mette une fin au compromis. Vous avez une question ? Oui, je voulais savoir, pour les compromis de vente de particulier à particulier, ça se passe bien, mais est-ce qu'il peut y avoir un cas des choses un peu particulières ? Particulière de qui ? Avec qui ? Avec une autre personne ? Une autre personne, oui. Ça se passe, si vous voulez, le contrat, c'est un document qui permet aux parties de dire, de faire rédiger plutôt ce qu'elles veulent s'imposer. D'accord, très bien. Les obligations auxquelles elles veulent s'imposer. Elles sont libres. D'accord ? Mais je disais effectivement que plus les conditions sont précisées et plus il y a de sécurité. Très bien. Donc, entre les particuliers notamment, il peut être nécessaire de prévoir qu'un prêt devra être obtenu pour acheter. Ou alors, on peut prévoir aussi, si on achète un terrain nu, d'abord vérifier auprès de la mairie si on peut obtenir un permis de construire sur le terrain en question. Donc, on peut poser comme condition, j'achète le bien, le terrain, à condition d'obtenir un prêt. J'achète le bien à condition d'obtenir le permis de construire. J'achète le bien à condition que, on peut mettre les conditions que l'on veut. D'accord ? Le vendeur, en revanche, peut imposer un délai pour ne pas être trop dans l'attente. En général, un compromis de vente laisse au minimum 3 mois, entre 3 à 6 mois, qui peut être renouvelé. Encore une fois, le renouvellement du délai pour obtenir la réalisation des conditions est aussi fixé. Ça peut être renouvelé 1 fois ou 2 fois. Quelquefois, ça prend du temps d'obtenir un permis de construire. Donc, on peut prévoir que, on attend, mais à condition toujours de rapporter la preuve qu'on est dans les démarches, qu'on a déposé un permis de construire dans les délais, qu'on a fait une demande de financement dans les délais, bien sûr, qui permettent au vendeur de vérifier qu'il n'attend pas pour rien. Donc, toutes ces conditions suspensives permettent et donnent le temps à l'acquéreur de vérifier que son projet est réalisable. Ça qui signifie que si le permis de construire, je prends l'exemple, n'est pas accordé, qu'un prêt n'est pas accordé, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, la vente qui était conclue ne pourra pas avoir lieu finalement. Et ça permet à l'acquéreur potentiel de se retirer parce qu'il n'a pas rapporté, il n'a pas pu réaliser des conditions suspensives. Oui. C'est clair jusque-là ? Clair. Très bien. Donc, pour finaliser remplir un dossier de vente, il faut certaines pièces et documents. À savoir qu'il faut, pour l'acquéreur, pour l'acquéreur, il faut quand même qu'il soit mis en sécurité de vérifier que le bien, si c'est un immeuble bâti, à savoir une maison ou un appartement, répond aux normes actuelles de tout ordre. Il est obligatoire que le dossier comporte un constat des risques d'exposition au plomb, un diagnostic termite, diagnostic mérule, l'état du gaz, l'électricité. Donc tout ça permet effectivement à l'acquéreur de vérifier qu'il ne rentre pas dans un taudis, quelque chose d'insalubre, ou qu'il découvre à sa grande surprise que tout est à refaire. Là, effectivement, ces diagnostics pourront lui permettre de savoir quel est le financement qu'il devra prévoir pour pouvoir peut-être faire des travaux. Très bien. On se retrouve dans un instant, Maître Raspail.
Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes dans l'émission donc à vos droits, nouvelle émission avec maître Ingrid Raspail. On parle le premier sujet, premier thème, donc le compromis de vente. Et je rappelle, si vous avez des questions, vous faites le 05 96 78 02 03, 05 96 78 02 03. Maître Raspail, donc on continue de parler donc de compromis de vente. Oui, j'étais en effet dans la partie qui indique les pièces qui doivent compléter le compromis de vente. Le vendeur a toute une série de diagnostics et d'états à faire sur le bien à vendre pour que l'acquéreur sache ce qu'il achète, qu'il n'y ait pas de vice. Voilà. Donc ce sont des obligations légales. Hein. Un dossier qui est incomplet ne passe pas. Voilà. Donc, comment se passe la signature d'un compromis de vente? Donc c'est l'agent immobilier, s'il est effectivement habilité, ou le notaire. En général, c'est plus devant un notaire en Martinique que devant un agent immobilier, que sont réunis les parties, donc l'acquéreur et le vendeur, pour la lecture et la signature du compromis. Donc celui-ci est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties. Donc il faut bien sûr être vigilant sur la rédaction des clauses, comme je vous indiquais tout à l'heure, suspensives, les délais qui sont accordés à l'acquéreur pour réaliser des conditions. Oui. Et je prends l'exemple, je reviens sur le prêt par exemple. Une condition suspensive d'obtention de prêt, le vendeur peut imposer qu'il y ait au moins 2 ou 3 demandes de financement. D'accord. Parce que quelquefois, une seule demande n'est pas suffisante, ça peut être refusé. Est-ce qu'il y a un maximum, vous dites 2 ou 3, ou bien il y a... Il n'y a pas de maximum, mais le vendeur peut imposer qu'il y ait au moins 2 ou 3 demandes. Ce qui signifie que si, par exemple, l'acquéreur dit « je n'achète plus, je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas obtenu de prêt », à ce moment-là, le vendeur peut demander à voir combien de demandes ont été faites pour savoir combien de refus. Donc s'il n'y a qu'une demande de fait, donc et forcément qu'un seul refus, le vendeur peut dire non. À ce moment-là, nous avions effectivement prévu une clause d'immobilisation qui a un coût pour réserver le bien à acheter. L'acquéreur doit immobiliser en général 5 à 10% du prix du bien. Donc si un bien est vendu à 100 000 euros, à la signature du compromis de vente, l'acquéreur potentiel doit verser entre les mains du notaire, séquestrer 10% du prix, donc 10 000 euros. Très bien. Donc s'il n'a pas rapporté la preuve qu'il a fait 2 ou 3 demandes selon le contrat de financement, il a fait perdre son temps au vendeur qui a cru que cette personne-là allait chercher à remplir les conditions pour pouvoir réaliser la vente. À ce moment-là, le vendeur est en droit de garder les 10%, donc les 10 000 euros, parce que l'acquéreur n'a pas rapporté la preuve qu'il n'a pas obtenu de refus ou 3 refus. Un seul refus ne suffit pas si les conditions suspensives demandent 2 refus. Très bien. D'accord ? Donc, c'était juste une petite un retour en arrière pour pouvoir préciser les conditions suspensives et la non-réalisation. Effectivement, l'acquéreur peut être sanctionné s'il ne respecte pas les conditions. Donc, à ce moment-là, il perd son argent. Donc, oui, la signature, à ce moment-là, effectivement, on se met d'accord sur la chose, le prix et l'indemnité d'immobilisation, qui est en général fixée entre 5 et 10% du prix du bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la vente effectivement a lieu parce que les conditions de prêt, les conditions d'obtention de permis de construire, tout est rempli et la vente peut avoir lieu, à ce moment-là, la somme que l'acquéreur aura bloquée sur le compte du notaire et pour pouvoir réserver le bien viendra en déduction du prix. Ça ne s'ajoute pas, ça vient déduire. Donc c'est comme déjà finalement un acompte. Sauf que ça devient une sanction si la condition suspensive n'est pas réalisée à cause de l'acquéreur. Donc il faut savoir que ça oblige aussi le vendeur à vendre. Le vendeur ne peut plus revenir en arrière, lui.
Si les conditions suspensives sont réalisées et que j'ai le prêt, j'ai le financement, j'ai le permis de construire, le vendeur ne peut pas dire « je ne vous vends plus ». Oui, surtout que si c'est signé aussi. Ben, c'est signé, je ne vous vends plus. C'est pas possible. Là, l'acquéreur a le droit de poursuivre le vendeur devant le tribunal pour exiger que la vente lui soit faite et lui attribue le bien. Et c'est pareil pour le vendeur. Si l'acquéreur a de mauvaise foi, se rétracte alors qu'il a le prêt, il ne veut plus acheter pour une raison qui le regarde, le vendeur peut aussi le forcer à acheter. Donc dans les deux sens. Dans les deux sens. Les contrats sont, comme on dit en droit, synalagmatiques. Oui. Synalagmatique, ça signifie que les deux parties au contrat ont des obligations mutuelles et réciproques. Si moi je m'engage à quelque chose, vous aussi, et vice-versa. Très bien. Voilà. Donc, peut-on se rétracter après la signature du compromis de vente? Oui. Oui. Avant même la question des conditions suspensives, il y a un délai de réflexion après toute signature de contrat. Et les parties, donc aussi bien le vendeur que l'acquéreur, ont un délai de 10 jours pour se rétracter après la signature. Après la signature. Au-delà de ces 10 jours, on est censé revenir dans quelques mois, signer la vente. Sauf, bien sûr, si les conditions suspensives n'ont pas pu se réaliser. Voilà. Donc, l'acquéreur qui décide de se rétracter n'a pas à justifier de motif particulier et la rétractation s'opère sans pénalité. En revanche, il faut faire attention à bien adresser sa volonté de se rétracter dans les temps. Un jour après les 10 jours, c'est trop tard. Donc vraiment, il faut bien l'adresser au notaire par lettre recommandée avec accusé réception ou à l'agent immobilier si c'est un agent immobilier que vous avez confié la rédaction d'un compromis de vente. Donc il faut vraiment se rétracter par un moyen qui permet de rapporter la preuve de la date. Et en général, c'est par une lettre recommandée avec accusé réception. Quand bien même le vendeur ne va pas retirer ou le notaire ne retire pas, enfin, le fait est qu'on a la preuve qu'on a envoyée avec la preuve de dépôt. Donc, si vraiment, pour ceux qui ont peur que pour une raison ou pour une autre, il y a un problème avec une lettre recommandée de réception, on peut aussi très bien signifier par huissier, c'est la meilleure des preuves, de faire appel à un huissier pour notifier sa décision de se rétracter. Parce que l'huissier donne date certaine et tous ces actes sont certifiés, vrais. Donc, je pense qu'effectivement, on peut très bien passer par un huissier et là, il n'y aura aucune difficulté sur la preuve de la date à laquelle la rétractation a été faite. Donc, dès lors que la rétractation est faite dans les délais, le compromis tombe en caducité. Il est caduc. Il est réputé ne jamais avoir eu lieu. Très bien. En fait. Donc, ce qui met fin au contrat entre les parties et donc les sommes qui avaient été versées 10 jours avant doivent être restituées dans le délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de rétractation. Donc, dans 22 jours, si on compte le lendemain. Voilà. Donc, dans ces conditions, on parle de rétractation. Et si, en dehors, après le délai de 10 jours, on est vraiment dans le compromis de vente, et là, le seul moyen d'en sortir n'appartient en réalité qu'à l'acquéreur, à condition de rapporter la preuve qu'il n'a pas pu réunir les conditions suspensives et que la vente ne pourra pas avoir lieu. Mais il faut qu'il rapporte la preuve qu'il a fait les démarches pour que les conditions se réalisent. Sinon, il perdra l'acompte de 5 à 10% qu'il aura versé pour pouvoir immobiliser le bien entre les mains du vendeur. D'accord. C'est tout pour moi. Très bien. Alors, dès le départ, les gens, au niveau des délais, les 10 jours, les 22 jours, ils sont informés. Bien sûr. Voilà. Il appartient au notaire en général d'informer les parties, parce que le notaire n'est le notaire ni de l'un ni de l'autre. Oui. Il est tenu à une obligation d'information. Et à ce moment-là, les parties sont censées quand même signer un compromis en connaissance de cause. Après, rien n'empêche une partie d'aller trouver son propre conseil, son avocat,
pour que des explications peut-être soient plus précises. Et peut-être même, avant de signer un compromis de vente, demander un projet de compromis de vente et aller trouver son avocat pour vérifier avec lui si les conditions sont bien rédigées, si les délais sont indiqués et si peut-être avec un peu par rapport, enfin, au cas par cas, voir si le délai qui est laissé à l'acquéreur sont suffisants pour pouvoir faire les démarches d'obtention de prêt. Parce qu'on peut faire une demande de prêt au mois de juillet et puis en septembre on n'a pas encore de réponse et le délai vient justement, le délai de compromis de vente vient à expiration au mois de septembre, donc c'est difficile et là c'est tant pis pour l'acquéreur, donc il faut quand même réfléchir au délai pour ne pas se retrouver en difficulté et perdre une partie du prix de vente, quoi. Très bien. On rappelle, chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez même un avis, si vous avez fait un compromis de vente, peut-être donner votre avis en appelant au 05 96 78 02 03, 05 96 78 02 03. Alors, Maître Raspail, il y a aussi différents, canaux pour faire les compromis de vente. Donc, il y a vous, en tant qu'avocate, il y a aussi les notaires. Et vous parlez aussi d'agents immobiliers. Alors, un compromis de vente peut être rédigé par un avocat. D'accord. C'est un contrat, comme les autres. Il peut être rédigé par un notaire, comme il peut être aussi rédigé par un agent immobilier, à condition qu'il soit habilité et qu'il soit mandaté par le vendeur. Et en général, ce sont les trois personnes qui peuvent rédiger un tel compromis de vente. Le contrat de vente en lui-même peut être rédigé par un avocat, mais il ne sera enregistré au service des impôts que s'il aura reçu la forme authentique. Donc il faudra de toute façon passer par la case notaire. Pour les auditeurs qui nous écoutent, forme authentique. Voilà, c'est ça. Donc je l'explique. C'est-à-dire que un acte sous seing privé, c'est-à-dire qu'il est signé entre les parties, entre le vendeur et l'acquéreur, entre eux. Je vous ai dit un contrat, on est d'accord sur la chose et sur le prix. Donc ça peut se résumer à cela, un contrat de vente. En général, un avocat, si c'est lui qui fait l'acte sous seing privé, il va devoir quand même demander à son client, donc le vendeur ou l'acquéreur, de porter l'acte sous seing privé chez un notaire pour qu'il revête la forme authentique. Ça signifie pour qu'il devienne un acte authentique. Le notaire vérifie que les personnes qui l'ont signé sont bien celles qui l'ont signé. Et c'est un acte authentique. D'accord. Voilà. Et là, à ce moment-là, cet acte-là, authentique, est enregistré aux services fiscaux. Très bien. Est-ce que, à part des cas particuliers, c'est-à-dire moi j'ai signé et puis j'avais ma soeur ou mon frère qui n'était pas d'accord, il peut y avoir des cas comme ça aussi? Alors, là vous parlez d'un bien en indivision, j'imagine. Ouais. Alors, normalement, ça ne devrait pas se faire. D'accord. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont en charge de rédiger un compromis de vente, quand même, demandent un minimum d'informations sur le bien. Déjà, savoir à qui il appartient. Donc, le titre de propriété. Oui. Si le titre révèle qu'il appartient à une personne, il n'y a que cette personne-là qui peut conclure la vente. Maintenant, si le bien est en héritage, il est en indivision, ce n'est pas une personne qui peut signer un compromis de vente. Ce sont tous les héritiers en indivision qui peuvent le signer. Une personne ne peut pas décider seule qu'un bien sera vendu s'il appartient dans la division ou en copropriété. D'accord. D'accord ? Donc ça ne devrait pas arriver normalement parce qu'on vérifie que les personnes qui le signent ont le droit de le signer, la qualité à le signer. Et c'est un acte, qui se fait annuellement, combien de fois? Il y a beaucoup de compromis de vente, ou bien à chaque fois que c'est nécessaire, je suppose? Non, en général, s'il y a une vente, c'est qu'il y a eu un compromis avant. D'accord. C'est quand même assez rare d'acheter un bien sans avoir déjà réservé le bien. D'accord. Donc la première étape, c'est le fameux compromis. Oui, parce que à moins d'avoir la parole du vendeur et que le vendeur ait confiance en l'acquéreur, on peut se dire oui, on peut très bien signer un contrat de vente sans passer par un compromis. Sauf que comme je vous ai dit au début de l'émission, pour sécuriser la vente,
pour que l'acquéreur reste l'acquéreur et que le vendeur n'ait pas envie de le vendre à quelqu'un d'autre parce que au mieux 10 ans, parce que quelqu'un est prêt à lui payer 30 ou 40 000 euros de plus, c'est trop tard. Il a signé un compromis de vente, il le vendra 30 ou 40 000 euros de moins à celui avec qui il a signé le compromis de vente. Vous comprenez? D'accord. Donc normalement, non. C'est vraiment fait pour pouvoir engager le vendeur à vendre et l'acquéreur à acheter. D'accord. Sous les fameux 10 jours de rétractation, les motifs, c'est souvent les mêmes qui reviennent, ou si la personne se rétracte, ou ça peut évoluer, changer? Ces motifs-là, on n'est pas censé les connaître parce que, si vous voulez, c'est un délai de réflexion qui est laissé après la signature. Très bien. Peut-être qu'il se dit finalement, ça peut être, je prends un cas qui peut arriver à n'importe qui, un acquéreur trouve un autre bien qui offre des prestations supérieures à un moindre coût. Bon, il serait quand même dommage de conclure, de rester dans le compromis de vente pour un montant supérieur alors qu'on a trouvé autre chose. Donc ça peut être un motif, mais vraiment, c'est purement personnel. D'accord, très bien. Merci d'être, madame Maître Raspail, donc d'être venu nous parler des compromis de vente. Je rappelle, donc ce sera le mercredi, donc voilà, 2 mercredis par mois, donc entre 11h et 12h. Je rappelle que Maître Raspail, vous vous trouvez à Saint-Pierre. Hein? Oui, à Saint-Pierre, au 1 rue Général de Gaulle. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms des rues, c'est l'immeuble Baguette Shop à Saint-Pierre. Je suis au premier étage. Et je réponds au 05 96 50 58 24 ou, et je préfère, à l'adresse mail ingridraspail@gmail.com. Ingrid Raspail, INGRID RASPAIL, avocat au singulier @gmail.com. Merci Maître Raspail, on se retrouvera donc à la fin du mois, le 25 si je ne me trompe. C'est moi qui vous remercie. Pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Très belle bientôt. Journée sous Fréquence Caraïbe, à bientôt. Au revoir. Fréquence Caraïbe, 89.5, 106.6 en FM.